à tous, ravi de vous retrouver, l'Afterlap, le podcast du sport auto. Je suis Laurent-Frédéric Bollet et c'est un épisode numéro 121 qu'on vous propose aujourd'hui, en audio sur toutes les plateformes d'écoute, ça c'est classique, et en vidéo, ça devient de plus en plus classique, pratiquement à chaque épisode on a une déclinaison vidéo. C'est sur la chaîne YouTube de l'Afterlap que vous pouvez retrouver cet épisode et vous voyez tout de suite que mon invité du jour, c'est mon ami, c'est notre consultant, c'est notre expert WRC, c'est Guillaume Lafay. Bonjour Guillaume. Salut LFB, bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce que tu es en bonne forme, Guillaume? En pleine forme, après un sacré rallye du Kenya qu'on va pouvoir évoquer un peu plus longuement, avec un grand plaisir, mais en pleine forme pour attaquer cette belle semaine. Voilà, on a pris la bonne habitude de se retrouver après chaque manche WRC. Alors, on l'avait pas fait après les deux dernières parce que c'est pas toujours évident quand même de se libérer. Et puis, il y avait d'autres actus. Mais là, c'est avec un grand plaisir qu'on va se retrouver ensemble parce qu'effectivement, je crois qu'on a quand même vécu un 6e rallye de la saison, un rallye donc du Kenya, un safari rallye Kenya absolument fabuleux. Enfin, incroyable quoi. Il y a pas une spéciale qui s'est passée sans qu'il y ait un retournement de situation, des problèmes pour l'un ou pour les autres, parce qu'en fait c'est ça c'était une succession de problèmes pour tout le monde. On est bien d'accord. Donc je te propose dans quelques instants de s'intéresser au malheur de Ford, parce que alors là, chez eux, ça a été dramatique, de parler évidemment du retour de Loeb et Ogier, parce que ça a été un de nos leitmotivs tout au long de l'année, et puis ça continue. Mais peut-être pour commencer, pour planter le décor, ce Safari Kenya Rally, c'est vrai qu'il est imbattable au niveau justement de ce décor. Je réemploie le mot, c'est unique en son genre. À chaque fois, on se dit, c'est dingue ce truc. C'est sûr que c'est le rallye qu'on attendait depuis de nombreuses années. Maintenant, on en avait déjà parlé l'année dernière quand on avait fait notre épisode. Mais c'est vrai que personnellement, moi, c'est un rallye qui me plaît énormément. C'est vraiment l'aventure. On va dire, c'est le rallye à l'état pur, c'est-à-dire c'est une épreuve d'endurance en même temps qu'une épreuve de vitesse. Encore plus cette année où avec ces nouvelles voitures et des technologies pas forcément très fiabilisé. Pour le moment, on s'est rendu compte que effectivement, c'était plus une course à la fiabilité, à l'endurance, plutôt qu'un vrai rallye de WRC comme on a l'habitude de l'avoir. Mais oui, ce sont des paysages qui sont juste magnifiques. Toute cette verdure, tous ces animaux qu'on peut voir, la joie des populations aussi qui accueillent le rallye. Parce que c'est aussi un événement qui peut être décrié, mais quand on voit la vraie volonté des instances locales et des populations d'accueillir ce type d'événement, on se rend compte aussi du bien que peut faire le sport automobile dans ces environnements-là. Mais c'est vrai que ça a été un très très beau rallye et que ça reste des images et des photos qui sont juste sublimes. Oui, déjà, ce qu'on appelle en anglais la scenery, c'est-à-dire le décor, effectivement, en employant une fois de plus le mot, ça emporte tout sur son passage. Mais tu rajoutes effectivement, par exemple, une météo qui n'a pas été idéale. Si on avait besoin de ça, la météo, je vais te poser une question dans quelques instants sur le fameux fèche-fèche. Enfin, c'est vrai que le nombre de pièges, c'est incroyable. C'est un rallye d'endurance, c'est un rallye africain, c'est pas du tout un rallye de WRC comme on a l'habitude de voir sur les autres continents et dans les autres pays. La dramaturgie est toujours aussi présente. L'année dernière, on avait été surpris que Rovanperä, justement, puisse s'ensabler dans ce fameux fèche-fèche. Cette année, il y a eu d'autres types de problématiques, mais toujours cette pluie aussi qui vient perturber les conditions, qui vient rebattre les cartes, pardon. Ça fait qu'on a toujours des rallyes qui sont vraiment spectaculaires. Et effectivement, dans des conditions dont on pourrait penser qu'elles sont pas forcément évidentes au Kenya, parce que des températures pas si élevées que ça, de la pluie qui arrive, voire des grosses averses et des gros orages. Donc c'est pas forcément l'idée qu'on se ferait du Kenya a priori. Alors, si vous ne le savez pas, mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, si, on vous le dit, bien sûr, et vous le savez, c'est Kalle Rovanperä qui a gagné. Et dans quelques instants, Guillaume, je vais effectivement quand même te demander l'analyse sur ce qu'il est en train de nous faire. Là, c'est absolument prodigieux et il est en train vraiment d'épater tout le monde. Mais bon, si on continue sur ces conditions de course, moi, voilà, la question, c'est le fèche-fèche. Parce que tu vois, la spéciale du vendredi, la grande spéciale du vendredi qui a été utilisée donc 2 fois, ça m'a fait penser à une étape du Tour de France
ou que ce soit la planche des belles filles, par exemple, hein, toi qui es un féru de cyclisme, tu vois de quoi je veux dire. Il n'y a pas besoin, effectivement, parfois, dans le Tour de France, et on dit ça à dessein, puisque le Tour de France commence dans quelques heures par rapport à notre discussion, donc voilà, on est raccord. C'est vrai que ces dernières années, on n'a pas besoin de mettre des ascensions de 17 km en col hors catégorie pour en quelque sorte densifier le spectacle. Tu mets 300 mètres à 20 degrés ou 2 km à un moment donné de folie dans une étape et ça te casse tout, ou ça te fait une sorte de sélection aussi forte que si c'était 2-3 cols à la suite. Bon, ce que je veux dire, tu me vois venir, c'est que avoir une portion de 2 km de fèche-fèche dans une spéciale de plus de 30 km, ça suffit à tout remettre en question. C'est bien ce qu'on a eu vendredi dans cette spéciale dont le nom m'échappe, là, qui faisait plus de 30 km. Il y avait un passage au milieu qui était complètement dingue, où là, on se demandait à chaque fois qu'on découvrait les pilotes s'ils n'allaient pas complètement effectivement s'ensabler, et où on les voyait submergés par cette terre farineuse hein, qui les englobait. Bon. Alors, est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'effectivement, ça suffisait pour peut-être tout remettre en question et que ça le faisait très bien aussi? Ou est-ce que ça t'a semblé un peu limite quand même et que peut-être là, les organisateurs, on n'avait peut-être pas mesuré à quel point ça pouvait engloutir tout le monde? Ben dans les faits, en tout cas, ça a suffi. Ça a même plus que suffi, puisque tout au long du rallye, on s'est rendu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir avec ces parcours qui étaient un petit peu différents de l'année dernière, où effectivement la part était un peu plus belle sur les parties sablonneuses et autres. Après, c'est peut-être aussi les conditions qui font que je sais pas exactement les conditions climatiques qu'il y a eu depuis 3 semaines, un mois, voire un peu plus par rapport à l'année dernière. Mais c'est vrai que cette année, j'ai eu l'impression qu'il y avait ce fetch-fetch justement était beaucoup plus présent. Les voitures s'ensablaient beaucoup plus rapidement et ce qu'on pensait être un désavantage pour Kalle Rovanperä en ouvrant la route, au final, ne l'était pas tant parce qu'il avait une terre qui était beaucoup plus dure que les autres, et en fait ce fèche-fèche qui est fait de plusieurs couches dur, molle, dur, molle, dur, molle, faisait que au fil des passages, les conditions pouvaient être plus ou moins avantageuses en fait. Mais effectivement, comme tu le dis, il suffit de pas grand chose, et souvent c'est quand on met des obstacles qui paraissent trop élevés, enfin pas trop élevé, mais en tout cas bien plus élevé que la moyenne, on va avoir tendance naturellement à se dire oula, attention, il va falloir que j'en garde un petit peu sous le pied, c'est pas là que l'on va faire la grosse différence de toute façon, et surtout c'est là où il faut pas que je craque. Et là, c'était un petit peu la même chose au Safari, c'est-à-dire qu'il y avait ces grandes spéciales où on savait que ça allait être très caillouteux, qu'il allait avoir de la casse, etc. Et c'est pas forcément dans celle-là où les différences se sont faites, parce que tout le monde était plus ou moins prévenu. Alors que dans des spéciales un petit peu plus courtes, un petit peu plus sinueuses, plus nerveuses, et puis il y a des moments de la journée aussi qui étaient différents, hein, parce que quand on attaque la journée, le vendredi matin, par exemple, on va pas avoir la même tendance à attaquer que quand c'est le vendredi en milieu d'après-midi ou le samedi matin. Donc il y a tous ces paramètres qui se combinent et qui font que effectivement ces types de spéciales avec des petits pièges à certains endroits font que c'est là où finalement on va avoir les plus gros écarts. Oui. Alors toi, si tu reprends, parce que j'imagine que c'est une sorte de gymnastique d'esprit que tu as quand tu regardes ces images, tu te remets forcément à la place de l'ingénieur que tu as été en rallye. Quand tu vois ces voitures qui sont recouvertes par du sable qui semble s'engouffrer partout, qui ressort par des vagues hein, du capot avant, mais ça doit être un cauchemar d'imaginer toutes les équipes se dire non, ça va aller partout, ça va être horrible. C'est une catastrophe, et on peut que souligner encore une fois le travail qui a dû être fait par les mécanos à chaque assistance. On a vu d'ailleurs Fourmeau et Greensmith qui donnaient un coup de main aux mécanos pour travailler après, sur les voitures. Mais effectivement, c'est un cauchemar. Oui. Cette poussière, le sable qui rentre, c'est pire que l'eau, parce que l'eau, quand effectivement ça fait un peu des dégâts au niveau électrique et autres, mais bon, ça a tendance à sécher un petit peu. Du sable, une fois que c'est rentré, ça ressort plus. Et on a vu des habitacles remplis de poussière malgré toute l'étanchéité qui doit être la meilleure sur toutes les voitures, hein. Et puis on avait déjà vu cette problématique au Portugal et un peu plus en Sardaigne, donc forcément les équipes avaient travaillé dessus, et
Et mine de rien, ça continuait quand même d'être problématique. Donc effectivement, aussi bien pour les moteurs, on va peut-être en rediscuter avec pas mal de voitures qui se sont mis en mode dégradé, parce que à force de manger de la poussière, parce que clairement c'est ça, elles ont bouffé de la poussière et du sable pendant 3 jours. Et ça, c'est des problématiques qui font forcément. Il y a des solutions qui existent, il y a des concepts qui peuvent être mis en place, mais sur des voitures qui sont faites pour ça, pour des voitures qui font le Dakar, qui font des Barras ou des choses comme ça. Et sur une WRC qui est censée faire aussi la Croatie sur un asphalte potentiellement 100% sec pendant 3 jours, ou qui va faire le rallye de Suède, faut pas oublier que c'est pas des voitures spéciales qui ont été envoyées au Safari, ce sont les mêmes voitures que sur toutes les autres manches du WRC. Et là-dessus, je pense que c'est peut-être un petit peu limite, parce qu'effectivement, cette course on va dire, à la fiabilité sur ce rallye fait que on a un combat qui a été un petit peu tronqué en termes de performance. Oui, et plus globalement, Guillaume, j'ai quand même eu le sentiment que là, alors, bon, d'accord, vous savez, on a relevé les hauteurs de caisse, enfin, il a fallu un petit peu mettre la main à la pâte, essayer de trouver toutes les solutions pour arranger la situation, mais quand tu as évoqué la poussière à l'intérieur des habitacles, c'est effectivement un problème qui semble récurrent cette année, mais qui là a été un petit peu too much, quoi. Enfin, c'est vrai, là, quand on voit Isabelle Galmiche qui se tousse, ils se frottent tous les yeux, ils sont sales, enfin bon. Là, je dis pas que c'est pas du sport de haut niveau et qu'il faut pas un enjeu sportif, physique et de dépasser certaines limites. Là, j'ai quand même le sentiment que pendant 3 jours, on s'est tous dit, est-ce que là, c'est pas trop, quoi, quand même? Est-ce qu'on n'est pas à la limite du système, qu'effectivement, ces voitures WRC hybrides, peut-être avec un contexte un peu plus européen, on va dire, ou des routes un peu plus soft, même si parfois elles sont caillouteuses et dures. Là, on était à la limite du système, j'ai envie de dire, au Safari. Alors, je dis pas que l'épreuve a été menacée ou aurait pu être remise en cause absolument, mais voilà, ça nous a laissé une impression un petit peu mitigée aussi. Je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça. Oui et non. Je dramatise peut-être, hein, oui. Non, c'est pas que tu dramatises, parce que les faits sont là, les images le prouvent, et on a bien vu ce qui se passait. Après, moi, j'ai tendance à dire que des solutions, elles existent. Les solutions, elles existent. Pour moi, c'est un peu des faux problèmes. C'est comme, et tu vas être très très bien placé pour en parler, et en tout cas comprendre l'histoire du marsouinage sur les Mercedes. Le fait que voilà, Hamilton et Russell ont mal au dos, ok, ils ont mal aux dents parce que ça claque, etc. Pour moi, il faut pas tout remettre en cause à cause de ça. Justement, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens qui sont payés pour trouver des solutions. Ces solutions existent. Au Dakar, ils ont exactement les mêmes conditions pendant 15 jours. Et c'est pas pour ça qu'ils se retrouvent en fumée et avec des bouteilles d'oxygène pour pouvoir respirer. C'est juste qu'il faut travailler, il faut prendre ça en considération. Le pilote et son copilote, ce sont des paramètres de la performance, et effectivement, si on veut les tenir performants, justement, il faut faire attention à ce qu'ils soient bien dans l'habitacle, qu'ils ne soient pas gênés par cette poussière, comme il ne faut pas qu'ils aient froid, par exemple l'hiver en rallye de Suède, ou il ne faut pas qu'ils meurent de chaud parce que justement l'habitacle est trop étanche, et qu'avec ces nouveaux systèmes hybrides qui font fondre les semelles des copilotes à certains moments, qu'on a pu le voir au Portugal et en Sardaigne, tout ça, c'est des problématiques qui sont à solutionner. Donc effectivement, on peut pas tout anticiper, on peut pas, voilà, ces conditions-là avec ces nouvelles WRC, potentiellement, on pouvait pas les anticiper, mais sur place, a posteriori, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Et pour moi, non, il faut pas tout remettre en cause à cause de ces problématiques-là. Il faut juste travailler. Comme Mercedes a qu'à relever sa voiture plutôt que de pleurnicher. Pas de langue de bois dans l'afterlap, hein, si jamais vous en doutiez, eh bien vous en avez une nouvelle preuve avec Guillaume qui dit les choses comme il le pense, et c'est très bien, et entre nous même des fois effectivement on peut discuter et on peut lancer les débats, ça c'est sûr. Alors moi il y a un débat en tout cas, s'il devait y en avoir un, c'est Rovanperä, bon on va l'évacuer, il n'y a plus de débat, enfin je veux dire il est au sommet de son art, il est fabuleux, il a 21 ans, il maîtrise tout, il semble même maintenant avoir vraiment la réussite avec lui, là où Ogier, quoi qu'il arrive maintenant, je t'en reparlerai dans quelques instants,
il lui arrive une crevaison, mais je le savais, je l'avais parié, je te jure. Hein, bon, Rovanperä, j'avais parié qu'il lui arriverait pas de crevaison. Il passe à travers les trucs et il gère ses rallyes maintenant. Il part premier, il gagne. On a l'impression que maintenant c'est partir premier qui est mieux, quoi. Et donc il est extraordinaire. Ah bah oui, tout simplement, il est extraordinaire. La dernière fois qu'on avait discuté comme ça et débriefé un rallye, c'était il y a 3 rallyes. Je vous invite à réécouter ce qu'on s'était dit, hein, mais déjà à l'époque, moi, j'avais dit que de toute façon, je voyais pas comment est-ce que quelqu'un d'autre pouvait être champion du monde, vu déjà l'avance qu'il avait à ce moment-là. Ensuite, il gagne le rallye suivant. Tanak gagne en Sardaigne, ce qui m'a fait personnellement un petit peu plaisir, parce que justement, ça permettait de le remettre un petit peu en selle et de redonner de l'espoir et le sourire un petit peu à toutes les personnes chez Hyundai. Et puis là, sur ce rallye du Safari, effectivement, Kalle Rovanperä qui part premier et qui profite des conditions, comme on l'a dit précédemment, aussi des différentes conditions et événements dans la course. Hein. Tu as mentionné Ogier, on a eu des crevaisons aussi pour Evans, enfin pour tout le monde, sauf pour lui, effectivement. C'est vrai que là, il est vraiment, vraiment passé entre les gouttes de manière assez impressionnante. Mais en termes de chrono, il a toujours été là, il a toujours été performant. Faut pas oublier non plus que son rallye aurait pu s'arrêter au 2e virage, tout simplement, de la première spéciale, où il part quand même assez fort, il tape, il se retrouve sur 2 roues, ça retombe. Il a juste une petite crevaison qui fait qu'il perd quelques secondes dans la première super spéciale. Mais sinon, il a tout maîtrisé. Effectivement, il a tout maîtrisé. Alors au sommet de son art, je sais pas, j'imagine que non, pas encore. Oui, c'est vrai. Le reste de la saison va nous le prouver, mais c'est vrai que en Sardaigne, par exemple, il a fait un rallye, mais tout simplement juste ce qu'il fallait. En fait, il y a pas trop de mots. Hein. Il a fait des bons chronos quand il le fallait. Il n'a pas attaqué outre mesure. Il finit, je crois, 5e ou 5e. Une place qui lui permet de plus que de consolider sa place de leader, puisque avec les événements, il a même gagné des points, enfin, il a même augmenté son avance en finissant 5e sur un rallye. Donc, on peut considérer qu'il y a de la réussite, on peut considérer qu'il y a de la chance, il y a surtout beaucoup de maîtrise, il y a une grande intelligence. Et je pense qu'aujourd'hui, plutôt que d'aller chercher les victoires de partout, il va plutôt essayer de construire son championnat. Et aujourd'hui, avec, je crois que c'est 65 points d'avance, oui. Je vois pas comment en 7 rallyes, il pourrait être rattrapé. Voilà, certes, on n'en est qu'à la mi-saison, on va dire ça comme ça, mais enfin 4 victoires sur 6 et 65 points d'avance sur Neuville, plus de 80 sur Tanak et Katsuta, plus de 85 sur Breen et Evans. Bon, la messe semble dite. En tout cas, il a de quoi gérer. Et effectivement, là, il y a une maximisation, si j'ai envie de dire, de son matériel et de son talent. Donc, il va pulvériser sans doute tous les records, à devenir champion du monde à 21-22 ans, c'est exceptionnel. Et il bénéficie effectivement d'une équipe qui, elle, là, est en pleine bourre. Tu as vu que Toyota a égalé son quadruplé de 93 au même endroit, au Safari Rally en 93, dernier quadruplé pour Toyota. Là, ils le refont au même endroit, c'est amusant. Et puis, premier quadruplé depuis Citroën en 2010, si je ne m'abuse. Donc, effectivement, là, la performance de Toyota, la force de frappe de cette équipe Toyota, là, elle est imparable. Ah clairement. De toute façon, Toyota et le Safari, c'est une très longue histoire, hein, comme tu l'as mentionné. D'ailleurs, il y avait eu quelques polémiques dans les années 90 qui pointaient sur le fait que ils auraient quasiment une voiture faite exprès pour le Safari. C'était pas forcément dans l'esprit de l'époque. Mais en tout cas, oui, un très très joli quadruplé. Je pense que les pilotes l'ont assez bien souligné. C'est clairement une performance de l'équipe en premier, des ingénieurs, des techniciens, des mécaniciens qui étaient à l'usine, qui ont construit une voiture qui est clairement la plus fiable maintenant dans toutes les conditions. Autant au début du rallye, tu m'aurais demandé sur quelle voiture je voulais faire le Safari, j'aurais peut-être plutôt misé sur la Puma et justement sur la robustesse, parce qu'on sait que ces Ford sont quand même réputés pour être les plus robustes. Et puis finalement, on s'est rendu compte que Toyota avait clairement plusieurs trains d'avance sur tout le monde en termes de fiabilité.
et que sur sur les 4 voitures qu'ils ont engagées, aucune n'a connu un problème. Ce qui est quand même assez impressionnant quand on voit tout ce qui s'est abattu sur les autres, hein, très clairement. Donc non, chapeau Toyota, très belle performance, et là encore, je pense que en termes de constructeurs, c'est quasiment plié aussi, et puis surtout on se demande quelles manches vont pouvoir leur échapper par la suite, quoi. Ouais, non, effectivement, là c'est très impressionnant, et vraiment bravo à eux. Alors, si on passe subtilement de Toyota à Ogier, parce qu'évidemment qu'il y a des liens, et puis ça va nous faire parler de nos 2 Français qui étaient de retour. Bon, alors quand même, moi effectivement là je sens une malédiction qui tombe sur Sébastien Ogier. Avec ses crevaisons à répétition et ses problèmes, et en plus il a la dent dure, ça se manifeste aussi par ses déclarations quand il dit on est sur Pirelli, voilà. Donc la guerre est déclarée, j'ai envie de dire, entre Ogier et Pirelli. Alors effectivement, c'est de la malchance, ça va au-delà, ou Pirelli c'est un scandale, enfin comment faut-il un peu juger tout ça? Tu sais, on en avait déjà un petit peu discuté par le passé. C'est vrai que Pirelli, c'est pas facile quand tu es manufacturier unique. C'est toujours très facile pour tout le monde de te tomber dessus parce que forcément il y a que toi qui peut être fautif. Est-ce que c'est leur faute? Non, je pense pas. Ils font des pneus comme on demande de les faire, c'est-à-dire avec certaines duretés, certaines durées de vie, certains niveaux de performance. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de crevaisons quand même. Quel que soit le rallye, que ce soit de l'asphalte quand on va dans des cordes un peu trop profondes, que ce soit sur de la terre un peu plus roulante, que ce soit ici dans des conditions un peu extrêmes du Kenya ou de la Sardaigne il y a quelques semaines, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de crevaisons. Il y a beaucoup de crevaisons. Après, quasiment tous en ont subi, si c'est pas même tous. Donc de la malchance, non. Un manque de réussite, peut-être. Vu où ça lui arrive dans la spéciale et le fait qu'il ne puisse pas finir la spéciale sur 3 roues plus la roue crevée, alors que d'autres ont perdu quelques dizaines de secondes parce qu'en ayant crevé en fin de spéciale. Après, je comprends tout à fait le discours de Ogier. Ça m'a même fait rire quand comme tu l'as mentionné, il dit de toute façon il s'est rien passé dans la spéciale, c'est juste qu'on roule avec des Pirelli. Oui, avec un petit sourire très ironique, voilà. Donc voilà. Après, encore une fois, il aurait été, je pense, très difficile à battre s'il n'avait pas vu cette crevaison. Je pense qu'il avait quand même un vrai avantage sur Owen Perra, du fait que lui ne joue pas le championnat aussi. Mais ça aurait été une belle bagarre à voir, et le voir en tête du rallye à nouveau, c'était sympa aussi. De voir qu'il est vraiment toujours performant, et apparemment sa deuxième partie de saison qui va être plus orientée rallye que endurance. D'ailleurs, on pourra en reparler aussi. Oui, il y a un moment, peut-être que, je sais pas. Oui, non, mais on va en parler juste après, t'inquiète. Il ne faut pas faire un vrai choix. Oui. Mais en tout cas, cette deuxième partie de saison risque d'être. Il va falloir compter sur lui, je pense. Voilà. C'est parce que je ne peux pas m'empêcher, Guillaume, on est là pour ça, pour un peu extrapoler ici parfois, mais avoir des sensations, les exprimer, de réassocier Loeb et Ogier, parce que Monte-Carlo, on l'a vu, ils sont revenus, ils ont atomisé tout, ça a été une histoire extraordinaire. Et on les a associés, ils étaient pratiquement indissociables, et ça s'est joué à la fin par un petit détail. Le Portugal, ils sont revenus, et là, on peut les associer de nouveau, mais dans l'inverse. Tout de suite, ils ont été au tapis, pratiquement, si j'ai envie d'employer cette expression. Bon, là, on pouvait plus les associer. Loeb, assez vite, n'était plus là, on en reparlera bien sûr. Et Ogier, moi, je le voyais récupérer le flambeau, et effectivement, je me disais, il va le faire. Il va gagner. Il a toutes les cartes en main pour aller gagner. Simplement, effectivement, je pressentais qu'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, et que c'était cette histoire de crevaison qui devient un peu récurrente. Bon, mais là, effectivement, je pense qu'il a vraiment les boules, parce que là, il a vu qu'il était débarrassé de Loeb, que là, cette fois-ci, ils allaient avoir 2 chemins différents, et qu'il avait quand même une sorte de boulevard, entre guillemets, peut-être ouvert face à lui. Et non, ça ne l'a pas fait, et je pense qu'il est très déçu. Voilà. C'est clair. Après, c'est vrai que
Cette dissociation, je dirais, elle n'a pas duré très très longtemps, hein, puisque Loeb, après la quatrième spéciale, était également dans les premiers. Il pouvait clairement viser prendre la tête sur la cinquième ou la sixième spéciale. Il était vraiment très très performant, ne serait-ce que par rapport à à ses propres équipiers. D'ailleurs, ça pose pas mal de questions à ce niveau-là aussi. Mais c'est vrai que Ogier, quand il a eu, il a dû se sentir un petit peu plus libéré. Cette crevaison qui lui tombe sur le coin de la tête doit lui faire énormément de mal. Il a bien repris. Il a bien repris, en tout cas derrière. Il a assuré les points pour Toyota. Il s'est bien positionné en termes de performance aussi. Il va marquer des beaux points dans la Power Stage. Donc un rallye, on va dire, sur lequel il aurait limité les dégâts en fait s'il était en course pour le championnat. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais qu'on aborde ensemble effectivement le cas Ogier par rapport à sa double casquette maintenant. Tu étais au Mans, je ne sais pas si tu as pu le croiser ou si bon, tu l'as observé à un moment donné. Moi, j'ai étudié attentivement toutes ces déclarations au Mans. Je ne doute pas que le Mans et l'endurance faisaient partie de ses nouvelles priorités, de son nouveau programme, c'était clair. J'ai le sentiment, voilà, on est entre nous, je te le dis sincèrement, j'ai le sentiment qu'il ne s'est pas éclaté au Mans. J'ai le sentiment que son programme endurance n'est pas aussi, lui apporte pas autant de joie et de satisfaction qu'il le pensait. Alors il a fait des déclarations, mais que je considère un peu diplomatiques à la fin en disant Le Mans, oui génial, ça y est, j'ai enfin pu rouler, j'ai qu'une envie, c'est de revenir. Je voudrais bien en être persuadé, parce que d'abord il y a cette histoire de troisième Toyota en hypercar, bon, qui est vraiment complètement hypothétique. Donc je sais pas où serait sa place quoi qu'il arrive. J'ai l'impression qu'il parlait plus de sa deuxième partie de saison en WRC et notamment au Kenya que du Mans quand il était au Mans. Et j'ai le sentiment qu'il y avait eu un petit switch de retour en plus en mode WRC qu'en mode endurance. Bon, voilà, je te livre un peu quelques sensations qui m'ont traversé un petit peu l'esprit, mais j'ai cru entendre un pilote qui souhaitait peut-être plus revenir dans ses premières amours et son métier de base, qui est pilote de rallye, que de continuer en endurance. Et je mets même pas à la rigueur dans la balance le fait qu'on a appris qu'effectivement sa saison d'endurance s'arrêtait là. Parce que ça aussi, à la rigueur, ça rajoute du débat. Mais ça, à la rigueur, je peux comprendre. Parce que moi aussi, j'étais pas complètement sûr qu'il puisse faire tout, qu'il aille à Bahreïn, à Monza, tout ça. Je demandais à voir. C'était évident que jusqu'au moment, il fallait y aller. Mais après, bon. Mais là, le fait est qu'en plus, oui, c'est manifeste. Il arrête. Et on a le sentiment qu'il se recentre un peu plus sur le WRC. Et comme je te le dis, j'ai pas eu le sentiment d'un pilote qui s'est complètement émancipé au Mans. Alors voilà, je te livre un peu brut comme ça toutes mes sensations. Quelles sont les tiennes? Un peu pareil, très très clairement. Ouais, je suis un peu dans l'expectative aussi, parce que c'est vrai que, comme toi, j'ai eu l'impression que au Mans, il n'était pas forcément le plus heureux du monde, que finalement, je sais pas, un peu cette impression de, tu sais, tu veux tellement quelque chose, tu le veux tellement fort, tu fais pas mal de choses pour y arriver, et puis finalement, c'est pas à la hauteur de tes attentes. Et j'ai eu cette impression un petit peu. Alors après, je sais pas du tout, hein, mais on sait que c'est un très très grand compétiteur. Que quand il s'engage dans quelque chose, c'est pour le faire à fond, c'est pour que ça fonctionne et c'est pour jouer la gagne. Alors, est-ce que le fait d'être justement déjà pas dans la catégorie reine et en plus dans une équipe qui était extrêmement performante, hein, ça on va absolument pas remettre en cause Signatech qui fait rouler la voiture et encore moins ses équipiers, Charles Milesi qui est tout simplement une des futures stars de l'endurance, et Lilou Wadou qui honnêtement est impressionnante aussi en termes de performance et de rapidité d'apprentissage. Toujours est-il que au départ, on pensait pas forcément qu'il puisse jouer la gagne par rapport aux autres très grosses équipes et très gros équipages du LMP2. Donc, est-ce que c'est ça qui le déçoit un petit peu, de pas jouer tout de suite aux avant-postes? En même temps, lui aussi, il a énormément à apprendre, hein. On l'a vu, il est quand même, il fait des très très bons temps, mais c'est encore un petit peu loin du tout haut de la feuille des classements. Le trafic n'est pas forcément quelque chose de très très facile à
à gérer. Je t'avoue que j'ai pas vu énormément de choses de la course des 24 heures étant focalisé sur nos autos. Mais c'est vrai que j'ai aperçu une petite caméra embarquée au petit matin quand il a pris un relais et j'ai trouvé qu'il regardait énormément dans les rétros. Vraiment, c'est ce qui m'a choqué, c'est que sa tête, elle était sans cesse en train de bouger à droite, à gauche, dans les lignes droites, en sortie de virage, pour voir s'il n'allait pas se faire dépasser et autres. Alors, c'est peut-être ça aussi qui l'a frustré. Toujours est-il que moi j'ai été très très surpris de voir que son programme endurance s'arrêtait là parce que clairement si effectivement il a une vraie volonté de revenir au Mans et qu'il veut briller, aller chercher des résultats, c'est de l'expérience qu'il lui faut. C'est de l'expérience, c'est du roulage, c'est enquiller les tours de piste. Alors j'entends que pour lui ça peut être potentiellement ennuyeux, rébarbatif par rapport à ce qu'il a pu connaître en rallye. Après des séances d'essai de rallye, c'est pareil, hein, quand tu limes la même spéciale pendant une journée, que tu fais 250 km de spéciale sur un tronçon qui en fait 10, voilà, le calcul il est vite fait, hein, ça fait 25 allées et retour, donc voilà, je sais pas trop, je sais pas trop. Ouais, on est tous poser la question. Je pense que lui seul sait un peu comment il se positionne. Mais moi, je trouve qu'il est un petit peu entre deux. Il va pas pouvoir jouer le championnat de WRC cette année. Il prépare pas au mieux la saison prochaine en endurance. En hypercar, je sais pas. C'est vrai que cette troisième Toyota, on en parle, mais moi j'ai un petit peu de mal à la voir. Et s'il n'y a pas de troisième Toyota, je vois clairement pas Ogier sur une des deux. Non. Tout simplement, les enjeux sont beaucoup trop grands pour Toyota pour lui faire ce cadeau. Malgré tout ce qu'il a pu faire pour eux en rallye, mais ils vont certainement pas lui donner une place qu'il ne la mérite pas. Et encore une fois, quand je dis qu'il ne la mérite pas, c'est par rapport à tous les autres grands professionnels de l'endurance. Hein. C'est certainement pas qu'il ne mérite pas de faire le Mans. Mais voilà, alors après, est-ce qu'il va repartir sur... il se dit que justement, il laisse un petit peu tomber l'endurance, que finalement, c'était un peu une expérience à faire, qu'il l'a faite, mais que ça lui a pas plus que ça, et qu'il repart sur un défi WRC l'année prochaine pour aller justement montrer à Kader Rovanperä que même l'ancien peut continuer à le titiller et aller chercher ce 9e titre qui lui permettrait d'égaler Loeb. Ouais, c'est vrai. Je pense que seul lui est capable de nous dire et voilà. Et écoute, on a un peu la même sensation. Il nous semble être un peu la croisée des chemins et qu'effectivement les choix de carrière sont à affiner parce que c'est peut-être pas aussi ce qu'il attendait en endurance. Je suis d'accord avec toi et peut-être que le rallye, on se rend compte que ça sera peut-être pas mal d'avoir fait une mini pause cette année avec juste de quoi entretenir la forme et puis de revenir plus affamé que jamais l'an prochain. Mais voilà. Bon, écoute, je vois que tu partages un peu mes sensations que j'ai à propos de Sébastien et de ses programmes et de cette année un petit peu bizarre quand même. Bon, dis donc, dans la série, les images fortes de ce rallye du Kenya, Otana qui perd le haut de son levier de boîte de vitesse. Enfin, je sais pas comment le décrire, mais c'est incroyable, là, ce truc qui saute, qui se balade dans l'habitacle. Ouais. Alors, comment c'est possible? Et deux, comment il a fait après, en fait, concrètement? Parce que on s'interroge un peu. Comment c'est possible? Je saurais pas trop te dire. Hein. C'est une pièce apparemment une petite goupille ou quelque chose comme ça qui casse et qui empêche le haut du levier, effectivement, de venir pousser ou tirer sur la partie basse du levier qui, elle, va activer la boîte de vitesse. Une fois que c'est cassé. Hein. Il a un levier qui est complètement ballant, donc il est obligé de vraiment prendre le bas du levier, de le tirer, de le pousser pour essayer de perdre un maximum de temps. Et puis à l'arrivée de la spéciale, il se débrouille avec un bout de roue de secours, une fixation pour remettre en place un système de fortune qui lui permet de faire les deux spéciales restantes dans la boucle ou la spéciale restante dans la boucle. Donc ça, voilà, ça permet de voir un peu l'ingéniosité des pilotes et la débrouillardise dont il faut qu'ils fassent preuve souvent. Et effectivement, c'est une des images un peu marrantes, je sais pas, mais en tout cas insolites du rallye, tout comme celle de Solberg qui vient se faire laver le pare-brise. Je sais pas si tu as vu par des spectateurs. Ah, d'accord. Un moment où il tombe en panne d'essuie-glace, en fait.
Et il fait une sorte de mini tête à queue, un peu comme Lob, et en fait toute la poussière le sable qui était soulevé retombe sur son pare-brise. Et vu qu'il n'avait pas d'essuie-glace, il a été obligé de demander à des spectateurs de venir lui faire le lavage des vitres pour le nettoyer. Et ensuite, il y a eu un petit moment sympa dans l'habitacle où il rigolait avec son copilote en disant ça c'est vraiment du rallye. Et donc voilà, ça fait partie des images un peu fortes du rallye. Tout comme fait aussi partie d'une image forte, les malheurs de Ford et le fait qu'effectivement Fourmeau et Greensmith ont dû mettre le bleu de chauffe par l'injonction du patron, Malcolm Wilson, qui leur a dit maintenant vous allez vous réparer vous-même la voiture pour repartir demain. Alors, je sais pas comment toi tu interprètes cet épisode. On ne sait pas si c'est un peu pour la galerie que Wilson a tapé sur la table, elle a tapé du poing sur la table, si c'est une façon de mettre ses pilotes au piquet. Est-ce qu'au contraire, c'est un message qui t'a semblé plutôt légitime et qu'un patron aussi a le droit de dire des choses comme ça et que les pilotes sont pas intouchables? Enfin, voilà, comment tu as un peu jugé cette histoire? Je dirais avec beaucoup de bienveillance, parce que je pense que oui, certes, c'est une sanction, c'est de leur montrer que il y a un moment, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils se mettent un petit peu en face de leurs responsabilités justement, et que tout simplement, eux, ils ont le beau rôle derrière le volant. Et qu'il y a un moment, il faut qu'ils fassent attention au matériel, il faut qu'ils aident un petit peu. Faut pas oublier non plus que Ford, c'est pas un constructeur. Donc casser des voitures, casser des pièces, c'est des choses qui leur coûtent cher. Le nombre de mécanos est aussi toujours très limité, et dans les assistances, il faut notamment avoir un brassard pour avoir le droit de travailler sur la voiture. Donc non, je pense que c'était plutôt pour leur dire écoutez, voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire, reprenez-vous en main, allez nous chercher des chronos, mais surtout restez sur la route. Et puis c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec Fourmeau après sa grosse sortie, où il était allé en Angleterre justement aider à reconstruire une des voitures qu'il avait cassées. C'est aussi un moyen d'apprendre pour eux, tout simplement. Ils sont pas H24 à démonter les voitures, donc après, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait. Peut-être que c'était plus pour la photo, effectivement. Je sais pas s'ils ont juste enlevé du sable qui était rentré dans l'habitacle, ou est-ce qu'effectivement ils ont mis la main à la pâte pour changer un différentiel. Voilà. Ça c'est compliqué à dire, mais en tout cas l'image, je pense qu'elle est parlante. C'est certainement pas une sanction en tant que telle, mais plutôt le fait du patron qui met ses employés en fait devant leurs responsabilités, en leur disant que eux aussi doivent faire attention et font partie de la survie de l'entreprise, tout simplement. Histoire de nous faire mal au cœur et de rajouter une pièce, hélas, dans ce mauvais jukebox, Adrien Fourmeau, après 6 rallyes, tu connais son total de points cette année? 3. 3, tu vois, j'allais dire, je l'ai même pas sur la liste des pilotes que j'avais. Il est 22e au championnat avec 3 points, dont 1 marqué hier dans la Power Stage. Bon, là, effectivement, faut être honnête, c'est la catastrophe absolue. Même si on n'a rien contre Adrien et que ça nous étonne même que ce soit à ce point-là. Mais là, le fait est qu'il est dans une spirale hallucinante de mauvaise, quoi. Il a commencé de la pire des manières au Monte-Carlo, sachant déjà qu'il était un petit peu sur la sellette, je crois, en fin d'année dernière, et qu'il a été validé pour 2022 de manière très très tardive. Mais c'est vrai que cette première partie de saison plaide pas du tout en sa faveur, que ce soit en termes de performance ou de fiabilité, où là très clairement, on l'a mentionné, s'il se fait un petit peu stigmatiser comme ça par Malcolm Wilson, c'est aussi parce que dans la direction on en a un petit peu marre. Alors certes, apparemment il a des appuis de Red Bull, de la fédération française, de pas mal de gens, mais il y a un moment ça va faire trop, très clairement, ce qui est dommage, parce que en termes de performance, il y a quand même quelques fulgurances. Tu vois, je m'étais noté d'ailleurs sur la deuxième spéciale, on a un scratch de Lob, Ogier qui fait 3e et Fourmeau 4e.
Donc on a quand même 3 Français dans les 4 premiers. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé depuis quelques années. Je pense qu'il faut remonter aux époques rallye asphalte avec les Panizzi, Delcourt, Loeb et Bugalski ou je ne sais pas qui. Et voilà, ouais, c'est ça. Pour trouver ça. Mais toujours est-il que voilà, en termes de performance, il y a clairement du talent, il y a du potentiel. Mais aujourd'hui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On a dit exactement la même chose d'un Suninen il y a quelques temps. On voit maintenant où, au contraire, on voit plus où il est et on voit plus comment il va pouvoir rebondir. Un peu la même chose d'un Paddon aussi à l'époque, même si Paddon a quand même gagné un rallye, qu'il a fait quelques beaux podiums. Autant j'avais énormément d'enthousiasme après la Croatie et quelques beaux rallyes l'année dernière de la part d'Adrien Fourmeau. Autant maintenant, là, j'ai un petit peu de mal à voir comment il va pouvoir se dépêtrer de ça. Et de la même manière que ce que je disais de Pierre-Louis Loubet l'année dernière, est-ce que la dernière chance, ce serait pas de rebasculer en WRC2 sur la fin de saison, aller vraiment à la bagarre avec Mikkelsen, Osberg, Griazin, Kajetanovic, qui vont, eux, vraiment se battre pour le titre et montrer, voilà, tout simplement s'étalonner par rapport à ces pilotes-là. On sait que la Ford en Rallye 2, elle est plutôt performante aussi. Donc ça pourrait être très très bien pour se refaire une confiance et surtout finir des rallyes. Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire qu'il a déjà fait une saison l'année dernière en rallye, il n'y en a pas beaucoup dans lesquels il a vu la fin. Donc il n'a pas eu forcément une expérience plus importante que d'autres novices. Tout à fait. Et puis si on termine, parce que je ne vais pas te retenir quand même éternellement, mais bon, si on termine sur Sa Majesté Sébastien Loeb, lui aussi a fait partie de cette calamité Ford et M-Sport au Kenya, ça c'est clair. Hein, ils ont communiqué le vendredi sur un vendredi horrible. Et effectivement, ils ont tous été, on leur a tous coupé les ailes le vendredi. Mais bon, Sébastien Loeb est intouchable, effectivement. Et là, je veux croire qu'effectivement, c'est pas un problème dû à son statut de pilote ou à ses qualités propres. Malcolm Wilson a dit que c'était une pièce de 10 centimes qui était responsable, une sorte de joint qui était responsable de ces malheurs avec un début d'incendie après la 4e spéciale. Bon, autant au Portugal, on peut le dire, Portugal, il s'est mis tout seul dans le rail comme un grand. Voilà, ça arrive. Sébastien Loeb a fait une vraie bêtise au Portugal. Autant là, on l'avait tout de suite ressenti quand même aux affaires, notre Sébastien Loeb national. Oui, clairement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est même un peu problématique pour ses coéquipiers et Craig Breen le premier de voir que Loeb à chaque fois qu'il revient, en gros c'est le seul qui est capable de faire des temps et de mettre une voiture sur le haut de la feuille des temps. Donc on va accepter les performances un petit peu contextuelles de Breen en Sardaigne notamment. Mais c'est vrai que ça peut faire mal pour eux. Ça peut faire mal pour eux parce que clairement quand il revient c'est lui le plus rapide. Et limite on a l'impression que l'équipe se tourne vers lui pour savoir comment régler la voiture, pour savoir comment l'exploiter et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dessus. Faut pas oublier que Loeb il a pas de contrat avec M-Sport. Hein. Pour le moment, il est gentiment prêté, on va dire, par ProDrive, qui doit le faire rouler en championnat du monde de rallye raid, avec en vue le Dakar de l'année prochaine. Donc effectivement, c'est du coup par coup. À chaque fois, je pense que Malcolm Wilson essaye de le titiller pour savoir quand est-ce qu'il revient, quand est-ce que sa copilote va pouvoir prendre vacances de l'éducation nationale pour venir faire une pige. Mais en tout cas, oui, il est toujours fidèle à lui-même et moi, je suis plutôt impressionné. Je suis plutôt impressionné alors que je ne vais pas cacher que l'année dernière, on en avait parlé en fin d'année, j'étais plutôt sceptique sur un potentiel retour. Là, aujourd'hui, je me dis qu'avec une vraie voiture et une vraie préparation, en tout cas des rallyes, ça pourrait être vraiment pas mal. Ouais, tout à fait. Bon, écoute Guillaume, je crois quand même qu'on a fait le tour. On peut pas parler de tout le monde. Katsuta, super podium, et c'est vrai qu'il est solide cette année. Katsuta, il est 3e ex-aequo au championnat avec Tanak. C'est vrai qu'il a récupéré une belle constance. Neuville qui sauve les meubles avec sa 5e place. Breen, on va dire aussi qu'il les sauve avec sa 6e place. Moi j'avoue que Jourdain Cerderidis, je connaissais pas trop, mais enfin il fait quand même 7 au général. Écoute, tant mieux pour lui, super. Ouais, à une demi-heure, mais
mais ouais, c'est vrai que tu vois, tu vas dire, tu disais, on va pas tout dire, et moi, dans cette phrase, il y a une chose qui me choque, qui m'interpelle, c'est qu'on a, tu vois, de tout ça, on n'a même pas cité une seule fois le mot Hyundai quasiment. Oui, parce et qu'ils ont fait un rallye qui était, ouais, c'est ça, qui était parce que après l'éclaircie de la Sardaigne il y a quelques semaines, c'est vrai qu'ils sont retombés dans leur travers, des pannes de fiabilité, des sorties de route. Neuville, tu le mentionnes, qui finit 5e, mais bon, il repart quand même en rallye 2, hein, il a abandonné samedi. On est bien d'accord. Et les écarts font que même avec 10 minutes de pénalité, il reste quand même 5e. Donc certes, c'est une 5e place, c'est le meilleur des autres derrière toutes les Toyota, mais c'est quand même après un abandon. Donc, oui, attends, alors, problème de perte de puissance le vendredi, un problème d'alternateur le samedi matin, moteur arrêté avec de l'eau, le choc contre un arbre, là. Enfin, bon, c'est vrai que dans la série, arrêtez, n'en jetez plus. Ah oui, non, mais ça a été un chemin de croix pour Hyundai. Hein. J'aurais pas voulu être dans le service parc avec eux parce que du début à la fin, ça a été une succession de problèmes divers et variés. Et il y a un moment, vendredi en milieu d'après-midi, il fallait aller chercher la 7e place pour trouver une Hyundai. Donc compliqué, alors que la performance était là par épisode. Tanak était remonté jusqu'à la 3e place avec des très bons chronos. Mais derrière, ouais, c'est toujours compliqué pour eux, et c'est pour ça que je pense que le titre constructeur est d'ores et déjà quasiment joué, parce que même si les autres rallyes sont un peu moins cassants et autres, ça restera quand même compliqué d'aller chercher la fiabilité et la performance des Toyota. Oui. Alors, tout en te parlant, dis donc, je regarde le calendrier de la saison, parce qu'attends, les deux prochains, on est bien d'accord que c'est Estonie et Finlande. Oui. Bon, alors, du fait de l'été, on fera peut-être pas un épisode à chaque fois, je le dis sincèrement à nos fidèles auditeurs et suiveurs. En revanche, effectivement, c'est pas le suivant où on parle d'un retour de Loeb et Ogier qui serait en même temps. Alors, je t'avoue que je sais absolument. Enfin, j'ai pas fait attention plus à ce qui avait été annoncé pour Ogier ou pour. C'est la Grèce, après, voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'après on a Ypres entre les deux. On a Finlande, Ypres. Non. Ah, t'es sûr qu'on a Ypres? Je le vois pas. Oui, quasiment. Oui, c'est celui qui avait remplacé la date, tu sais, qui était to be confirmed. Tout à fait. Donc, tu as Ypres. Alors, Estonie, mi-juillet. Finlande, début août, comme d'habitude. Ypres, on va dire à la rentrée, fin des vacances. Et effectivement, voilà. Et la Grèce, le 11 septembre, enfin, le week-end septembre, où là, effectivement, tout le monde pourrait se retrouver. On peut l'imaginer. Ypres, parce qu'effectivement, j'ai vu une déclaration de Loeb qui disait que c'était très particulier et qu'on sentait que, bon, peut-être que c'était peut-être pas Ypres la piste la plus évidente. Donc, ça pourrait être en Grèce que tout le monde se retrouve. Ouais. Quoique, je pense qu'il pourrait y être plutôt très, très performant. Parce que c'est quand même on se rappelle des performances qu'il a fait au Rallye d'Allemagne sur des terrains gras mouillés, voire avec pas mal de boue. Alors certes, c'est très très particulier à Ypres avec tous les angles droits, les carrefours et les fossés, ce qui est un petit peu différent de l'Allemagne, de ses vignes et du champ militaire. Mais en termes d'adhérence, on est plutôt semblable à l'Allemagne. Donc pourquoi pas. Ouais, affaire à suivre. Bon, allez, 3/4 d'heure, globalement, c'est un peu notre format habituel d'épisode de l'Afterlap avec toi, Guillaume. Et puis, voilà, je te remercie encore une fois de ta disponibilité. Traditionnellement, à la fin de chaque retrouvaille, je te demande si tu as un petit quelque chose à nous sortir de ton chapeau, une petite voiture, évidemment, avec la bannière Auto Mini Racing. Alors aujourd'hui, même si le projet, il avance énormément, et d'ailleurs, j'espère qu'on aura très très vite des très bonnes nouvelles à annoncer. Pas forcément une miniature, mais je voulais te faire un petit clin d'œil aussi avec ta passion pour la BD, hein, mais voilà, je voulais juste présenter le dernier Michel Vaillant qui est sorti, que j'ai l'occasion et la joie d'avoir avec la petite édition limitée là. Mais aussi et surtout pour présenter un autre type de petites figurines qu'on peut réaliser en impression 3D, qu'on met dans des dioramas.
à côté des voitures, bah, là pour l'occasion de Michel Vaillant, mais c'est aussi des pilotes qu'on met dans les autos pour recréer des scènes. Et donc tous ces dioramas, bah, forcément, seront à retrouver chez Auto Mini Racing avec les petits pilotes et puis ce petit coin Michel Vaillant, puisque c'est aussi ce qui a bercé mon enfance et qui m'a fait grandir dans cette passion du sport auto. Donc voilà. Génial, bah écoute, super, bah longue vie à Auto Mini Racing, ça je te le dis à chaque fois, mais évidemment on le pense sincèrement avec cette expo qu'on veut voir permanente quelque part, et ces trésors que vous pouvez nous exposer, que vous allez nous exposer, c'est génial, ces modèles réduits et exceptionnels. Mais là, effectivement, je suis sensible à cette petite passerelle entre Sport Auto et Michel Vaillant. Tu penses bien, moi aussi, que ça a bercé ma jeunesse, et ça continue, Michel Vaillant, c'est ça qui est génial. Non, c'est bien, c'est dans l'air du temps. Ils arrivent à accrocher des thématiques un peu plus modernes. Ça, c'est super. Bravo. Bon, Guillaume, hâte de voir le prochain qui sera normalement basé dans un endroit de France qui nous tient à cœur particulièrement et sur lequel tu vas remarcher dans pas très très longtemps normalement. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle et je te félicite ainsi que Jean-Philippe pour cette belle aventure. Voilà, Le Mans Classique qui a lieu le week-end prochain. J'annonce que Jean-Philippe Doré et moi-même, donc une bonne partie des forces vives de l'Afterlab, seront présentes en tant que commentateurs officiels du signal télévisuel produit sur place. Donc j'attends un peu les précisions pour savoir exactement où vous pouvez nous retrouver, mais enfin ce sera sur YouTube, ça c'est sûr, et puis parfois même reprise sur la chaîne L'Équipe, pour vous le dire, le dimanche matin. Donc voilà, je vais reprendre le micro et accompagner ce Mans Classique 2022. 10e édition et 20e anniversaire, et avec effectivement 15 jours après Le Mans, et puis un an, même plus, avant l'édition du centenaire qui promet beaucoup. Ça, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a quitté les 24 heures du Mans 2022 en se projetant tout de suite, en voulant déjà être à 2023. Parce que là, évidemment, au niveau du casting, ça sera encore mieux. C'est évident, on le sait. Bon, voilà. Eh ben, Guillaume, merci pour tes bons mots. Merci pour ta disponibilité. Merci pour ton expertise, comme d'habitude, très pointue et très intéressante. On a débriefé un très beau et très intense rallye du Kenya, qui restera, comme l'an dernier, certainement dans les hauts faits d'une saison WRC, même si là, cette année, on sait qu'il y a plein de choses qui nous attendent. La Nouvelle-Zélande, le Japon, Ypres, la Finlande, n'en parlons pas. Oui, on va avoir de quoi encore avoir à bien discuter ensemble. Eh ben, je te souhaite une bonne journée. Merci, à toi aussi, porte-toi bien. Bon courage pour le Mans Classique, et puis à très bientôt, et prenez toutes et tous bien soin de vous. À bientôt. Voilà, merci Guillaume, ciao, salut.